Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée du salon JDL avec un nouveau plateau télé sur la décarbonation des chantiers avec 5 invités avec nous. Hervé Rebolo, délégué général DLR. Bonjour Hervé. Bonjour Marion. Olivier Dario, vous êtes délégué général de chez Evolis. Bonjour Marion. Pascal Petitjean, délégué général au sein de CEMAT. Bonjour Marion. Et puis David Semple de la société Grove, constructeur de grues. Et Marianne Duplaine de chez Loxam Access, et vous êtes directrice technique. Bonjour Marion, exactement. Alors, on va commencer notre table ronde avec la partie plutôt syndicat fédération pour avoir vos différents points de vue sur la décarbonation des chantiers matériels et un peu faire un point sur la situation actuelle. Je vais commencer avec vous, Hervé Rebolo. Alors, pour commencer, avons-nous une estimation du niveau d'émissions de CO2 en France issu des chantiers et des matériels? Alors, on la connaît pas très précisément parce que les chantiers, par exemple, très souvent on confond le bâtiment et le TP, c'est pas du tout la même chose. On sait que nos collègues du bâtiment nous disent que les matériels sur leur chantier, c'est à peu près 5% de leur poids carbone. D'accord. Ce qui d'ailleurs est un vrai problème pour nous, les gens du matériel, parce que ça nous oblige à pousser les gens du bâtiment à s'occuper de la question matérielle. Eux disent on a d'autres soucis sur la décarbonation. Alors c'est pas une critique, c'est un fait. Et sur le TP, c'est un petit peu plus, ça doit être du double à peu près. Mais pour ces deux univers, ça reste quand même marginal quand on parle de la décarbonation des matériels par rapport à leur problématique décarbonation générale. Oui, par rapport même à la mobilité lourde de manière très très globale au niveau national, finalement, c'est plutôt faible. Exact. Exact. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous impose, la réglementation, en termes de neutralité carbone, de décarbonation des engins, des matériels? Alors, je dirais qu'avant même de parler de décarbonation, la filière, et quand je parle de filière, je parle de mes collègues constructeurs, importateurs, DLR et la FFB, la FNTP, s'est organisé il y a à peu près quoi? Il y a un an et demi à peu près, pour justement traiter tous ensemble ce dossier. Notre intérêt est commun là-dessus. Alors là, je ne parle pas des chantiers, je parle des matériels. Cet intérêt commun, il a consisté à dire, il va falloir y aller. D'ailleurs, c'est une demande de nos adhérents. Nous travaillons pour eux, des entreprises. Le constat, c'est que oui, il commence à y avoir des offres matérielles, mais elles sont pas pléthoriques. Il n'y a pas énormément de matériel par rapport aux besoins, par rapport aux centaines de milliers d'unités qu'on peut avoir à mettre en œuvre tous les ans. Le deuxième souci, c'est que ces matériels sont un petit peu plus chers à l'achat. Donc, le constat de la filière, c'est de dire, allons rencontrer l'État pour demander des subventions, littéralement. Surtout que ce qu'on a à demander en termes de montant, c'est pas très élevé. On a fait des estimations. On demande des subventions à hauteur de 60-100 millions d'euros la première, deuxième année, ce qui dans le budget d'un État est rien du tout. Donc ça a conduit cette filière des fédérations poussée par ses adhérents à aller rencontrer la haute administration, le ministère de la Transition écologique, la Direction générale des entreprises, Bercy, etc., etc. Et là, on a eu une grosse surprise, nous tous, c'est que nous serions arrivés avec des camions, des voitures, des tracteurs agricoles ou voire même des patinettes électriques. Tout le monde nous aurait reconnus. Là, on a constaté que la haute administration n'avait pas pris en compte dans sa réflexion, et notamment on le voit bien sur la loi industrie verte, la spécificité des matériels de chantier et de BTP. Alors c'est quand même une espèce de paradoxe. Je vais citer une anecdote. J'ai même un haut fonctionnaire qui a passé 10 minutes à me parler de matériaux. Monsieur, excusez-moi, mais les matériaux et les matériels, ça n'a juste rien à voir. Bon, bref, c'est une anecdote, mais elle est très révélatrice. Donc, ça pose un vrai problème, pas de reconnaissance. Et ce problème, quand vous le recroisez avec la notion de ZFE, vous en avez entendu parler, elles sont en train de fleurir un peu partout en France. Si vous croisez la problématique, il faut des engins décarbonés, il faut des ZFE, on travaille plus. On va faire comment? Alors, on va monter un régime dérogatoire ou oui, mais on pourra... C'est un cauchemar. Donc, on en est là, et après, mes confrères vous parleront de l'autre action qui est menée avec le ministère de la Transition écologique, mais pour l'instant, au niveau de la haute administration, c'est la mauvaise surprise, pas très reconnue. Au niveau de la députation et des sénateurs, on commence à avoir des contacts. On espère, là, en session parlementaire, d'ici 2-3 semaines, faire passer 2-3 questions en séance sur la décarbonation des matériels. On travaille avec la députée Lise Magnier et on essaie de se rapprocher aussi des Bruno Mullienne, qui sont tous les deux très en pointe sur cette question-là. Mais c'est long. C'est très très long et nous sommes partis il y a 1 an et demi avec plein de bonne volonté, et on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi long et surtout à avoir si peu de reconnaissance.
Donc ça, c'est un problème pour nous parce il faut le faire passer aux entreprises en disant oui, oui, bien sûr, on est bien conscient de la problématique. Mais aujourd'hui, quand je vois nos confrères du tracteur agricole, mais c'est incroyable. Le ministère de l'Agriculture a fait une conférence il y a 2 semaines. Il aborde la question de la décarbonation des tracteurs agricoles. Nous, le ministère de l'Industrie, voilà. Ce qui est fou, c'est que l'industrie, quelque part, en plus, les moyens sont vraiment mis dans la décarbonation de l'industrie de manière globale, mais pas sur cette spécificité qui reste le matériel et qui reste dans l'angle mort, finalement, du Alors gouvernement. effectivement, si on parle d'industrie, Olivier en parlera mieux que moi, mais si on parle d'industrie, l'industrie, c'est vaste. Les matériels, c'est une petite partie de cette grande industrie. Donc, notre problématique étant d'être reconnu là-dedans. Alors, ça viendra, mais ça prend un petit peu de temps. Et quand même, je me répète, mais ce recroisement avec les ZFE, c'est un vrai problème. Je vous rappelle que l'an dernier, on a besoin de 560 000 logements en France. On en a délivré 240 000. Il y a quand même un gros gap. Et là, on est en train de dire qu'en plus, on va pas pouvoir travailler. Surprenant. Ça risque d'être très, très complexe. Pour le CEMAT, Pascal Petitjean, alors vous représentez aussi d'autres fédérations, hein, d'autres syndicats. Aujourd'hui, quelle est la mission du CEMAT en matière de décarbonation? Est-ce que vous approchez aussi les hautes autorités? Comment vous procédez? Alors oui, comme l'a dit Hervé, une des fonctions d'une organisation professionnelle, c'est de défendre l'intérêt de ses adhérents, mais pas que. Donc c'est effectivement de les représenter auprès des pouvoirs publics. Mais dans la décarbonation, ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre autour de la table l'ensemble des fabricants de matériel, ou la grande partie des fabricants de matériel, pour en fait pouvoir donner une vision. Comme le disait Hervé, la visibilité de nos matériels et de notre métier est pas suffisante. Et donc on imagine bien que quand ils vont commencer à légiférer peut-être un jour sur ZFE ou pas ZFE, il faudrait mieux qu'ils aient la bonne image de ce que nous sommes et de ce qu'on est capable de faire. Et donc la mission, l'une des missions du CEMAT dans cette décarbonation, c'est de donner de la visibilité sur cette trajectoire de décarbonation, parce que ce qui est sûr, une chose est sûre dans la décarbonation de nos matériels, c'est qu'elle va être complexe et multi-énergie. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller, comme ça a pu être imposé donc à l'univers de la voiture. Hein, c'est souvent dit d'ailleurs, la voiture particulière s'est fait imposer l'électricité. Et donc nous, alors qu'ils ont une bonne visibilité. Donc nous, vous imaginez, on ne souhaiterait pas qu'on puisse être imposé de quelque chose, qui serait pas une bonne idée, comme on ferait les travaux en ZFE. Donc voilà, c'est donner de créer en fait la photo de ce que va être la transition énergétique, la trajectoire, en allant interroger ce que font nos adhérents, ce qu'ils ont dans les cartons, comment ça peut se mettre en place, sur aussi une multitude de matériel. C'est aussi la complexité de notre métier, c'est qu'on est tous les fabricants, enfin tous les utilisateurs ont une palette de matériel incroyable devant elles, qu'elles ne pourront pas se décarboner toutes de la même manière. Que les utilisations ne sont pas les mêmes dans un chantier urbain, dans une carrière, dans un tunnel, et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc c'est ça la première mission, c'est de défendre les intérêts, mais de donner une vision. Et pour donner cette vision, on a pu effectivement travailler avec le ministère de l'Environnement sur une feuille de route nationale de décarbonation qu'on a partagée avec l'ensemble des organisations professionnelles, parce qu'on voulait qu'elle soit la plus complète possible pour que cette vision soit totale. Alors, je m'adresse à tous les trois. Quel est à peu près le nombre d'adhérents, tout confondu, sur vos différentes fédérations? Là, ça représente à peu près combien, là? C'est une bonne question. Regardez pas, on l'a su à un moment. Ouais, on parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois, on parle de dizaines de milliers d'entreprises, on est en milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en consolidé, la filière, c'est quand même quelque chose. C'est colossal. Alors, le problème de cette filière, c'est comme c'est du B2B, elle n'est pas visible du grand public. Mais bon, on s'inquiète quand même quand le grand public va comprendre que cette problématique de décarbonation est pas réglée. Comme dit Pascal, elle va être longue et multiple. Donc ça pose un vrai problème de communication. Aujourd'hui, Monsieur Martin n'est pas prêt à s'entendre dire que ça va être long et complexe. Ah non, il faut une solution tout de suite maintenant. C'est pas gagné. Ce qui est important pour reboucler sur votre question, effectivement, Hervé l'a dit en préambule, effectivement, le rejet de CO2 c'est pas nous qui polluons le plus, nous polluons, bien sûr, mais c'est le poids économique de notre filière, le poids économique du monde dans lequel nous travaillons, qui est la construction au sens large, bâtiments et BTP, c'est 10% du PIB national. Donc, il est important que cet univers de la construction et du BTP se mobilise pour réduire son empreinte carbone.
Et aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de mix énergétique. Effectivement, il n'y aura pas que l'électrique et on a pu le voir sur différentes tables rondes hier. On a parlé d'hydrogène, tout à l'heure on parlera de biocarburants. Aujourd'hui, dans le mix énergétique, qu'est-ce qui va être le plus difficile pour vous sur les chantiers? Tout va être compliqué. Tout, ouais. En fait, Mais on va y arriver. effectivement, dans ce mix énergétique, la clé de voûte du développement, c'est justement la logistique de l'énergie, Ouais. quelle qu'elle soit. Parce qu'aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, j'ose pas dire centaines, l'énergie unique, elle est liquide, elle est connue. Donc nous, c'est essence ou gasoil. Et la logistique autour de ça, elle est construite, elle fonctionne, elle est développée. Là, pour quelle que soit la logistique de l'énergie, alors que ce soit l'hydrogène, que ce soit l'électrique, que ce soit un nouveau carburant. Même le biocarburant, c'est pas si simple. Le biocarburant, c'est quand même plus simple. On le fait passer dans les mêmes tuyaux, dans les mêmes plus camions. simple, mais il n'y a pas aujourd'hui des stations de biocarburant. C'est chacun ses cuves et voilà. Donc en Oui, termes de maillage, c'est plus complexe. mais les chantiers fonctionnent déjà comme ça beaucoup. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle effectivement chez nous dans notre jargon le bord à bord. C'est-à-dire qu'on amène déjà le carburant sur les chantiers. Je vous rassure, les matériels ne vont pas dans les stations-service. On embête déjà tout le monde dans les rues, donc on ne peut pas le faire dans les stations. Mais Marion, écartons-nous du problème, parlant de complexité. Quid de la tenue de ces matériels dans 5 ans, dans 4 ans? On ne le sait pas. Quid de l'entretien de ces matériels? Aujourd'hui, on a déjà du mal à trouver des techniciens pour les matériels qui sont effectifs. Donc pour ces nouveaux matériels, on ne sait pas. Quid de la revente de ces matériels? Donc il y a tout un tas de problématiques en cascade que par exemple nos collègues de l'automobile ou du camion n'ont pas. Et puis il y a l'alimentation sur les chantiers. Alors là, il va y avoir des câbles partout, des powerbanks posés. Certaines marques ont déjà sorti des très beaux powerbanks d'ailleurs. On va pas donner de nom, mais on voit de qui on parle. Esthétiquement très beau, mais on ne sait pas comment le jour où ce sera massifié, où tout le monde sera avec ces gens-là. Aujourd'hui, on est incapable de vous dire comment ça va fonctionner. Comment alimenter tout le monde Olivier Dario, vous êtes délégué général pour Evolis. Alors aujourd'hui, rappelez-nous rapidement le rôle d'Evolis et puis nous expliquer comment vos adhérents sont touchés aussi par la décarbonation. Voilà, nous, on est la 3e organisation professionnelle autour de la table. Alors, Evolis, ça rassemble des constructeurs de machines et d'équipements. Et Evolis, récemment, est le produit de la fusion des syndicats qui étaient des syndicats de constructeurs de machines et d'équipements, mais alors dans des secteurs très différents. Donc, nos adhérents sont tout à la fois des constructeurs de machines et d'équipements pour le TP et le bâtiment. On va retrouver beaucoup d'entreprises qui sont présentes autour de la table ou qui sont présentes dans le salon, dans le secteur du levage, dans le secteur du matériel de TP. Sont des constructeurs français ou ce sont des entreprises étrangères mais qui ont une usine en France. Donc on est vraiment le label constructeur et puis on rassemble aussi des constructeurs de machines et d'équipements dans le secteur des fluides, des pompes, des robinets, des machines-outils, de la robotique, des systèmes industriels. Donc on représente presque 600 entreprises maintenant et nos adhérents ont voulu se mettre ensemble car si vous voulez, même s'ils sont sur des secteurs très différents, ils ont des problématiques communes. Et en tant que constructeur, ce sont des gens qui travaillent sur un temps qui n'est pas tout à fait le même que les loueurs, par exemple. Ils travaillent sur le temps long parce qu'ils sont sur des plans produits à 10 ans. Et il s'agit de faire les choix dans l'univers complexe décrit par Pascal et Hervé, des choix techniques importants et qui sont extrêmement complexes à tenir parce qu'il faut vraiment développer à la fois la vision du court terme, donc travailler de façon très proche des acteurs de terrain, de la distribution, mais aussi, il faut qu'ils travaillent à moyen terme et aussi qu'ils travaillent sur le long terme. Alors nous adhérons à 8 organisations européennes, du coup, parce qu'on est maintenant très large, et c'est vrai que ça nous donne... c'est intéressant de travailler avec d'autres constructeurs italiens, allemands, suisses, turcs, parce que la réglementation européenne est en train de devenir extrêmement lourde, extrêmement contraignante. Je rappelle que les États-Unis ont une stratégie d'aider à l'implantation des usines en donnant énormément de subventions. En Europe, on transforme l'industrie quelque part par la contrainte réglementaire. Et cette contrainte réglementaire, elle a un objectif, c'est le Green Deal européen. Et donc, on va trouver un maximum de contraintes. Et si les constructeurs ne prennent pas le plus en amont possible ces enjeux, ils vont les subir. S'ils les prennent en amont, ils vont s'en faire, ils vont en être
ils vont s'en faire un allié de cette contrainte réglementaire. C'est la raison pour laquelle nous, on a des adhérents français. Mecalac a sorti une machine qui fonctionne à l'électrique et qui peut fonctionner 12 heures sur un chantier. Manitou a présenté un prototype de machine à l'hydrogène. Donc, c'est absolument incroyable ce que les constructeurs sont capables de faire, mais ils ont vraiment une angoisse, c'est de prendre vraiment les choses en amont. Et je crois, et j'en terminerai là, mais que les organisations professionnelles, elles jouent un rôle important parce que, comme le disaient Pascal et Hervé, nous sommes reliés les uns aux autres. Donc, on travaille vraiment la main dans la main autour de cette feuille de route décarbonation qui doit nous donner une vision prospective et qui doit nous donner de l'impact sur les décideurs publics qui ne nous connaissent pas assez. Ça, c'est clair. Mais aussi, on travaille avec les énergéticiens, on travaille avec les gens du digital. Et d'ailleurs, sur le salon, il y a des gens de l'énergie, il y a des gens du digital. On voit bien que c'est élargi et que ces solutions, elles vont se faire par un maillage et que le réseau devient important et que l'organisation professionnelle joue ce rôle-là. Ouais, finalement, aujourd'hui, les entreprises œuvrent pour travailler sur leur décarbonation dans leur périmètre finalement. Et puis maintenant, il va falloir arriver à créer ces écosystèmes pour que tout fonctionne bien, de l'approvisionnement en énergie jusqu'à la logistique de cette énergie, dans les usages et que ça réponde à chaque besoin, jusqu'après au cycle de vie des solutions qui sont déployées, où on parlait de maintenance. Donc en fait, on a un spectre très large. Et pour vos adhérents aujourd'hui, est-ce qu'il y a des aides financières particulières pour les accompagner dans la décarbonation ou pas forcément plus que Non, pour les matériels? C'est le même constat que fait Hervé. Bon, on a par le passé réussi à avoir des subventions intéressantes dans d'autres secteurs d'ailleurs, pas dans des secteurs très industriels. Et puis les guichets se sont refermés. Maintenant, la stratégie, alors d'abord la stratégie européenne est une stratégie de contrainte et c'est aux États de développer des aides financières. La stratégie de la France, c'est de déployer une industrie décarbonée, mais à travers France 2030. C'est-à-dire c'est un programme stratégique autour de l'hydrogène vert, autour d'un certain nombre de sujets, batteries électriques, etc. Et c'est pas un programme qui aide les entreprises à amorcer la décarbonation, par exemple en aidant à l'achat de machines qui fonctionnent avec des énergies décarbonées, etc. Donc ça, c'est effectivement, nous on essaye de remettre de l'équilibre dans tout ça, mais pour l'instant, il n'y a pas d'aide. Donc effectivement, on se retrouve vers la difficulté d'avoir un modèle économique qui, à mon avis, pour les opérateurs, devient complexe. Et quand on regarde ce qui se passe en Norvège, par exemple, les ZFE, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une machine qui travaille sur un chantier qui ne fonctionne pas à l'électrique. Voilà. Donc ça a été un décret de la Norvège et donc pays producteur de pétrole. Mais du coup, les opérateurs ont dû se mettre des moteurs électriques sur leurs machines, sinon ils ne travaillent pas. En ordre de bataille. Marion, si vous permettez un commentaire sur la notion d'aide. Parlons des entreprises elles-mêmes. Vous prenez les gens qui mettent sur le marché les matériels qui sont les loueurs. Il y en a un bel exemple ici. Vous avez 1300 entreprises de location au titre de l'activité principale en France. Très bien. Vous enlevez le top 10. L'Oxam qui loue tout, Fresh, Salty, etc. On tombe dans un univers d'entreprises de 10 à 15 salariés. Une entreprise de 10 à 15 salariés, elle n'a pas le temps de monter des dossiers pour aller chercher des aides. C'est un vrai problème. Donc la problématique des aides, il faut qu'il y en ait. Comment on va les mettre à disposition des professionnels? Vous avez 15 personnes, votre métier, c'est trouver des clients et mettre des factures et vous les faire payer. Le reste, vous n'avez pas le temps. Donc là, on a un gros problème aussi. Donc la complexité, elle est partout dans ce dossier. Donc avoir des aides et faciliter l'accès à ces aides. Oui. Alors je voudrais rajouter quelque chose. Effectivement, une aide, parce qu'effectivement, on attend cette aide financière des pouvoirs publics, mais l'aide aussi, elles peuvent venir aussi sur la direction dans laquelle ils vont flécher les énergies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai tendance toujours à dire que nos fabricants de matériel, qu'ils soient français, européens ou mondiaux, sont prêts pour la transition énergétique. C'est-à-dire qu'un point de vue technologique, ils sont prêts. La question, c'est laquelle il faut prendre pour l'industrialiser. Et ça, c'est le pouvoir public qui peuvent donner la voie, parce qu'en fait, ce qui va se passer, et ça, effectivement, la complexité, c'est que de l'énergie, il ne va pas y en avoir pour tout le monde, dans tout. C'est-à-dire qu'il va falloir flécher de l'hydrogène, peut-être demain pour l'aviation, peut-être pour l'industrie, l'électricité, beaucoup pour la voiture. Et nous, ce dont on attend aussi, c'est les travaux qu'on mène ensemble, au travers de la feuille de route nationale de décarbonation, dont on reviendra peut-être dessus un peu plus dans le détail tout à l'heure, c'est de dire, voilà, nous sommes prêts, on peut décarboner, mais
on prend quoi? C'est quoi la trajectoire? Il ne s'agit pas de développer, par exemple, demain des matériels tout hydrogène et puis qu'on nous dise, bah non, l'hydrogène, ça ne sera pas pour vous. Parce qu'effectivement, les temps de développement sont longs. Donc, on n'est pas en attente, mais pour industrialiser, on a besoin de signaux forts des pouvoirs publics. Oui, ligne directrice. Alors, en pratique, là, on a le retour d'expérience des fédérations et syndicats. Je me tourne vers vous, Marianne, et puis aussi David. Alors, en pratique, alors en tant que constructeur et puis en tant que loueur, comment ça se passe concrètement pour vous, Marianne, chez Loxam? Comment est appréhendée et traitée la décarbonation sur les matériels? Alors, c'est l'enjeu principal de l'Oxam depuis 2021. Les premiers achats de matériel basse émission datent vraiment le lancement de notre campagne Lox Green de 2019. On travaille essentiellement sur 2 axes. On travaille en premier sur la partie logistique, donc l'acheminement des matériels sur les chantiers. De par notre maillage, on va justement arriver à faire le moins de kilomètres possible pour le matériel et le transport aller-retour vers les chantiers de nos clients. Et en même temps, on fait une grosse transition sur notre flotte de transport qui est très importante sur la France et où progressivement, on va avec différentes énergies, pareil, on a le même problème sur le transport et nos poids lourds. On commence vraiment à décarboner et à faire une transition sur nos moyens de transport. Donc ça, c'est pour la logistique. Et enfin, le plus gros pour nous, nos émissions carbone, c'est notre matériel. Et c'est là où, justement, on commence parce que pour l'instant, c'est celle qui existe le plus facilement, électrifiée le plus possible sur les modèles qui ont été fiabilisés et reconnus par nos clients, par divers essais. On a cette chance de pouvoir mutualiser et faire partager les expériences pour avoir un retour solide et voir sur quel matériel aller en plus grande quantité et électrifier. Et on espère d'ici là réduire, pour ce fameux plan 2030, réduire notre empreinte d'émissions dues à notre matériel de 30%. Ce qui, avec ce qu'on génère sur nos matériels, est assez conséquent. Voilà, donc ça, c'est les 2 axes réels qu'on a sur la décarbonation des chantiers pour nos clients. Aujourd'hui, un pourcentage sur la conversion là, en électrique sur votre parc global à peu près Alors, on est notamment sur l'Oxam Access, on va aller on est déjà très électrifié, 45%, mais on commence à monter chaque année. En plus, on a déjà réduit entre 2019 et 2022 notre empreinte carbone sur ce scope de 15%. Donc, on a vraiment un renforcement de nos investissements, de nos CAPEX, de nos OPEX sur les matériels verts. On parle d'électrification. Est-ce que vous travaillez sur de l'hybride ou On travaille un peu sur tout. Sur nos camions, essentiellement, on travaille sur du gaz. Sur les matériels, on travaille beaucoup sur de l'électrique, sur de l'hybride, sur aussi des packs d'énergie, comme le disait Hervé. On a fait aussi un partenariat avec Bouygues Energy Service pour pouvoir essayer d'apporter à nos clients une solution complète et de matériel et d'apport d'énergie, parce que c'est ça la réelle problématique, et voir comment on peut aider dans notre rôle de loueur, finalement, de facilitateur de matériel, aider dans cette problématique d'énergie qui est très, très complexe. Donc voilà, on essaie chacun de prendre une petite part du problème et voir comment on peut créer cet écosystème avec l'ensemble de nos partenaires. David Semple, chez Grove, en tant que fabricant de grues, comment la décarbonation est abordée? C'est aussi un matériel très spécifique. Alors, je pense que pour nous, c'est un peu ça notre dilemme et notre difficulté. C'est que nous sommes un peu un fabricant d'un produit de niche. On n'en fabrique pas des dizaines de milliers, ni même des milliers, on en fabrique quelques centaines. Et donc, on est obligé de transitionner de technologies aujourd'hui carbonées à des technologies qui, dans le futur, pourraient être potentiellement zéro émission. Ces discussions-là sont des discussions vraiment récentes. Moi, je dirais, ça fait 25 ans que je suis dans cette industrie, ça doit faire 4-5 ans que j'ai vraiment des demandes de la part de mes clients sur des solutions de grues
qui soit zéro émission. Et pour nous, c'est compliqué parce qu'on a déjà un ensemble de contraintes réglementaires sur nos produits que j'appellerais traditionnels avec des moteurs thermiques. Il faut qu'on continue de mettre des ressources d'ingénierie pour se conformer à cette réglementation qui, soit dit en passant, aide aussi un petit peu à la décarbonation parce qu'en fait, quand on a des moteurs Euromode 5, quand on utilise du carburant HVO, quelque part, on contribue un petit peu à cet effort-là. Mais dans le même temps, il faut qu'on se pose la question de la bonne solution technologique pour arriver à moyen long terme sur des grues, des grues mobiles. Juste pour placer un petit peu le contexte, une grue mobile 6 essieux, c'est 72 tonnes sur la route. C'est une très, très grande masse qu'il faut faire rouler sur plusieurs centaines de kilomètres parfois. Et ensuite, il faut pouvoir faire travailler sur un chantier pendant plusieurs heures. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des solutions techniques, technologiques qui fonctionnent dans une logique de, on va dire, proof of concept. Donc, le concept fonctionne. On a montré une grue, par exemple, à Bauma, à Munich, il y a 6 mois, qui, effectivement, c'est une grue toute électrique, elle fonctionne. Notre problématique de fabricant, c'est va-t-elle fonctionner pendant 15 ans, 20 ans? Va-t-elle fonctionner s'il fait très froid? Va-t-elle fonctionner s'il pleut trop? Si l'humidité est forte? Donc, cette discussion sur nos produits seront-ils durables avec ces technologies-là, c'est ça notre dilemme aujourd'hui. Et puis, quelque part, en fait, vous avez deux problématiques. Il y a les fonctionnalités de la grue en elle-même à décarboner, la flèche, etc. Et puis, ce transport routier. Alors, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus sur une logique de dire la grue se déplacera avec un moteur thermique traditionnel et la grue opérera sur chantier avec de l'électrique ou de l'hybride. Et après, les questions, c'est est-ce qu'on veut que tout soit électrique? Est-ce qu'on veut que le treuil, l'orientation, le télescopage, tout ça, c'est électrique? Ou est-ce qu'on veut de l'hydraulique qu'on pousse à travers des moteurs électriques? Donc, c'est surtout ces sujets-là en fait, on cherche les bonnes solutions. Et pour revenir à ce que disait mon collègue à ma droite, le fait d'avoir un peu de direction de la part des autorités publiques nous aiderait beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien, on a un panel de solutions. Et encore une fois, nous sommes une industrie de niche. Donc, c'est pas comme si on avait des dizaines de milliers d'ingénieurs qui puissent brainstormer dans tous les sens. On aimerait avoir un peu de direction sur ces sujets-là. Et l'agenda, il est tenable? Alors, 2030, c'est demain, mais même à plus court terme, d'ici 2025. Alors, je dirais qu'à notre niveau, on va dire l'un des 3 grands fabricants de grues occidentaux, je pense que dans les 2 à 3 années à venir, on commencera à avoir des solutions. On commencera à avoir des produits probablement hybrides qui permettront d'abaisser un petit peu l'empreinte carbone de nos grues. Je pense que pour des solutions zéro carbone, il faut vraiment regarder l'agenda 2030. Et c'est pas simple. Donc, c'est tenable, je pense, mais c'est pas facile. Marianne Duplaine, je reviens vers vous. Quel est le matériel le plus facile à verdir? Quand on a vu les grues, plus c'est lourd, plus ça demande de puissance et plus c'est compliqué d'électrifier. Donc, plus facilement, il va y avoir tous les matériels à faible puissance, le matériel électroportatif. Et puis surtout, là où on était déjà très électrifié, c'est notre gamme d'élévation, où justement, il y avait déjà une panoplie déjà de matériel et d'innovation sur l'électrification qui permettent de partir sur tout ce qui est élévation d'extérieur tout terrain beaucoup plus facilement dans l'électrique que sur les chariots, les pelles ou même les poids lourds où la demande d'autonomie finalement et de puissance instantanée avec les problématiques de et justement le concept quelle autonomie j'embarque, la puissance que j'ai besoin fait que ça réduit un peu le champ des possibles sur les matériels qui sont plus gros, plus volumineux et qui requièrent plus de puissance. Mais du coup, les performances des gammes qui sont plus vertes, notamment l'électrique, est-ce qu'en termes de performance, on est comparable au thermique? On arrive à avoir des solutions En tout cas, dans les gammes qu'on a testées, le problème de la puissance instantanée ou des caractéristiques techniques, justement, elle n'est pas du tout diminuée. Au contraire, on a une réactivité beaucoup plus importante, on a un rendement qui est meilleur. Le vrai souci, c'est cette autonomie et ce besoin qu'on a dans la journée pour pouvoir travailler. Parce que si c'est juste pour 1 heure, il n'y aura pas de souci, on sera pareil que pour le diesel. Mais s'il faut utiliser la même machine pour 6 heures, là où le diesel pouvait tenir et on recharge instantanément et ça repart, sur l'électrique, il faut toute la nuit de recharge et finalement,
on se coupe d'une partie de la journée. Donc les performances, elles sont égales, voire supérieures en termes de motricité, en termes de réactivité, mais l'autonomie, c'est le gros point faible. Point faible, le gros point noir. Mais quelque part aussi, alors l'autonomie, c'est le point compliqué. Par contre, on peut avoir d'autres atouts que nous n'avons pas avec le thermique sur les matériels, notamment en termes d'odeur, en termes de bruit. Et vous, ça vous change aussi un peu la manière de travailler de vos clients? Tout à fait. Déjà, c'est un confort pour l'opérateur. Il y a beaucoup moins de bruit, de vibrations, moins de particules. Donc, pour la santé, son confort, et ne serait-ce que pour travailler toute la journée dans un environnement beaucoup plus silencieux, c'est nettement meilleur pour l'utilisateur. Aussi, comme on met en place des gammes, du coup, surtout dans l'élévation, qui étaient tout terrain et extérieur en électrique, on peut les faire rentrer à l'intérieur. Et du coup, les capacités qu'on avait, qui sont la capacité de charge, de hauteur, de déport, qu'on n'avait pas la possibilité avant d'avoir sur les machines d'intérieur, on peut les avoir maintenant grâce à cette électrification de ces matériels. Et en plus, s'éviter, entre guillemets, d'avoir un matériel pour l'extérieur et un matériel pour l'intérieur, finalement, combiner un matériel 2 en 1, finalement, qui va perdurer dans les différentes étapes de réalisation de la construction. En tout cas, pour l'élévation, c'est un vrai plus, cette électrification des machines qui sont prédisposées pour l'extérieur. Donc, ouais, une vraie mutualisation. Marion, Oui, Olivier? je voudrais insister sur ce que dit Marianne, car je pense qu'il faut aussi prendre ce sujet de la décarbonation avec enthousiasme. Effectivement, les matériels électriques apportent plus de performance, apportent un énorme confort, et on parle de chantier, donc on parle de chantier, enfin beaucoup de chantiers sont urbains, les gens vivent autour de ces chantiers, etc. C'est aussi un énorme confort. Donc on travaille, et ça donne beaucoup d'énergie, en tout cas à nos adhérents, sur les externalités. On va essayer de rendre positives des externalités qui étaient dites négatives, le bruit, la pollution, etc., etc. Et on a des adhérents qui prennent ce sujet-là avec une vision stratégique extraordinaire, et parfois des entreprises qui sont des entreprises moyennes, des grosses PME ou des petites ETI. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de chefs d'entreprise qui ont pris ce sujet-là avec une vision long terme et qui ont décidé d'en faire un axe d'attractivité de leur entreprise, et notamment pour les jeunes et pour le recrutement des jeunes. Donc je crois que il faut aussi voir cette décarbonation comme le fait incontournable du 21e siècle, avec une complexité extrême. On voit une réglementation qui peut être extrêmement brutale, des décideurs publics qui comprennent pas bien les industriels, et nous, on doit jouer ce rôle-là. Mais c'est aussi pour les entreprises une véritable nouvelle dynamique qui s'enclenche, et il faut voir les choses positivement. Moi, je crois vraiment à ça, parce que sinon on arrive sur il y a que des problèmes, etc. Les pauvres industriels. L'innovation, elle va extrêmement vite. Comme ça a été dit, elle va à une vitesse incroyable dans les entreprises. Finalement, c'est aussi un avantage concurrentiel. Tout à fait. Tout à fait. C'est David? Un point qui pour nous était intéressant, je parlais de la grue qu'on a montrée à Baoma. Pour nous, c'était une preuve de concept. Donc, on voulait en fait montrer quelque chose et avoir un retour de nos clients. Et on pensait que le retour qu'on aurait, ça serait des clients qui nous disent, voilà, je suis obligé de passer à de l'électrique, j'ai pas le choix, ma législation locale, parce qu'on parle pas que de la France, on parle évidemment à l'échelle mondiale. Et un petit peu, enfin, une chose qu'on n'avait pas anticipée, c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est une logique de venir en disant, mais en fait, ça différencierait ma société. Ça me permettrait de prendre des chantiers dans un environnement urbain où les nuisances sonores, par exemple, sont très compliquées. Et votre produit, votre solution électrique, c'est vrai que quand la grue fonctionne, elle fait très très peu de bruit. Enfin, c'est vraiment frappant, c'est saisissant. Quand on compare une grue conventionnelle à une grue, la grue hybride qu'on a montrée à Baoma, c'est le jour et la nuit. Et donc effectivement, je pense que comme beaucoup de choses dans la vie, on peut regarder le verre à moitié vide ou on peut regarder l'opportunité. Et je pense que cet enjeu du 21e siècle qui est évidemment devant nous, qu'on ne peut pas ignorer, c'est aussi une opportunité pour notre industrie. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on passe du greenwashing, qui était quand même ce que faisaient les entreprises, à un axe stratégique fort.
C'est très concret. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce point-là. Chantier zéro émission, vous faites des expérimentations, vous avancez. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Tout à fait, mais c'est vraiment dans le thème de faire connaître au public et à nos clients l'intérêt justement de ces matériels zéro émission, parce que ce confort de bruit, de particules, de vibrations, il peut être finalement démontré et percutant que quand tout le matériel finalement associé au chantier est de la même nature, parce que au milieu de 1000 équipements diesel, on n'entend pas la différence. Donc on essaie vraiment avec nos constructeurs aussi, on travaille main dans la main en co-conception avec eux et on essaie vraiment à chaque fois de les aider à tester le matériel pour voir justement où sont ces failles, mais aussi avec nos grands comptes finalement, pour montrer aussi aux collectivités les avantages de ces chantiers bas carbone. Donc, durant les dernières années, on a fait avec quasiment tous nos grands comptes des chantiers zéro émission. Celui qui a été le plus médiatisé, Oui, c'était on l'a lu celui dans la qu'on a fait avec Colas, du coup, en Île-de-France, ou de l'acheminement. Donc, on est vraiment allé du point A jusqu'au chantier. Donc, le transport et le matériel, tout était vert. On avait aussi un générateur à hydrogène. Donc, il y avait... Donc, c'est des phases de test aussi, de démonstration. Finalement, le loueur, on est là dans cette optique de partage de ressources. On a ce rôle aussi de montrer toutes les champs du possible, finalement, de qu'est-ce que peut représenter un chantier zéro émission. Et c'est avec grand plaisir qu'on essaye de le faire avec tous nos clients qui le souhaitent, pour vraiment impacter le public, les collectivités, et les autres entreprises aussi, sous-traitantes ou annexes, qui peuvent justement voir en réel, finalement, en visu, qu'est-ce que c'est de pas avoir de bruit tout le temps, pas avoir de la fumée partout, etc. Donc non, une vision et une ambition de l'Oxam de continuer à perdurer, à faire des démonstrations. Finalement, on ne veut pas forcément rendre obligatoire ces chantiers zéro émission, mais déjà, il faut éduquer le public. On est en période de transition et le meilleur moyen, c'est de faire des démonstrations de chantiers zéro émission. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé en préambule du grand défi de l'électrification avec des moyens à mettre en place. Vous, comment ça se passe chez l'Oxam? Est-ce que c'est massifié? C'est sûrement très complexe. On s'en rend pas compte, mais c'est tout un écosystème, l'électrification. Donc, ça part de nos agences, finalement, parce qu'il faut charger le matériel, il faut changer de puissance électrique. Pareil dans tout ce qui est logistique, quand le matériel rentre, il faut avoir le temps de le charger, comment on le charge, les puissances à générer. Tout ça, ça a un impact chez nos clients aussi, voire pour leur apporter justement une autonomie nécessaire pour le bon fonctionnement de leur chantier. Donc ça aussi, c'est une problématique sur laquelle on doit accompagner notre client, parce que lui donner la machine et dire certain et qu'elle ne fonctionne que la moitié du temps, mais à la fin, on ne fait pas avancer notre engagement. Donc c'est vraiment l'autonomie sur les chantiers, l'électricité chez nous, la distribution d'énergie, c'est pareil sur le chantier que chez nous. Finalement, on a la même problématique. Et ensuite, c'est la formation de nos techniciens. Ouais. Plus la puissance monte en électrique et moins on est connaisseur. Finalement, on est des mécaniciens de machines standards qu'on a eu depuis 50 ans. Hein. On connaît tous le moteur thermique tel qu'il est. Dès qu'on commence à passer ne serait-ce que sur des batteries lithium-ion, là, ça commence à être une grosse boîte noire. Et c'est là où on a la perte technique pour l'instant. Et il y a tout le sujet des habilitations électriques à remettre en place dans tout le réseau. Donc, il y a de multiples... Un gros chantier. Oui, tout à fait. David, vous souhaitiez ajouter? Oui, j'allais commenter sur la familiarisation des opérateurs et des techniciens de maintenance et de réparation de ces produits-là. Nous, c'est effectivement aussi l'une de nos préoccupations. C'est que nous avons des clients qui nous disent « j'ai besoin d'une grue qui émette moins de carbone, qui soit donc hybride ou électrique. Mais est-ce que vous pouvez, vous, fabricants, me donner une technologie qui fasse que je n'ai pas besoin de reformer tous les salariés de ma société pour la maintenance et la réparation de ces machines-là ?» Et donc, ça crée des obstacles supplémentaires qu'on n'avait pas forcément non plus anticipés initialement.
Donc je pense qu'on est simplement en train de se dire, effectivement, c'est complexe, c'est vraiment compliqué ce sujet-là. C'est un vrai défi pour les acteurs de l'industrie. Et effectivement, je pense qu'on est tous un peu du même bord à dire on va le prendre à bras le corps, ce défi. Mais effectivement, il faut qu'on se soutienne et il faut qu'on sache exactement où on va. Marion, si vous permettez, une remarque. D'abord, je voulais vous remercier tous d'avoir remis cette église au milieu du village, qui est l'innovation, l'enthousiasme que ça crée, les opportunités que ça va créer. C'est super important, parce qu'on était un peu négatif quand même au début. Sur l'électrification, revenons sur la réglementation. Il va y avoir bientôt une REP sur les batteries, une responsabilité élargie du producteur. C'est nouveau. Il va falloir manager ça, parce qu'on parle d'électrification. Ça veut dire qu'on va avoir un océan de grosses batteries à gérer dans les années qui viennent. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment on va faire. Donc ça aussi, c'est un caillou de plus dans cette chaussure-là. La REP, c'est pour bientôt, hein, c'est dans pas très longtemps. Et là, je parle un peu sur votre contrôle. Moi, je suis un peu surpris. Je trouve que les gens de l'énergie, les gens de la batterie sont pas très réactifs par rapport à l'arrivée de cette REP. Ça va pas être rien quand même à gérer. Il va y avoir une taxation. Il y a quelqu'un qui va payer. Va falloir encore sortir le porte-monnaie. Va falloir créer des filières de récupération, donc on sera impacté. Hein. Tous les gens du matériel vont être impactés. Donc ça aussi, c'est un truc de plus qui vient s'ajouter dans l'enthousiasme qu'on vient d'exprimer, mais il va falloir gérer ça aussi. Donc, encore des contraintes. Alors, est-ce que le rétrofit, c'est pas aussi une piste de travail finalement pour aller progressivement vers la décarbonation? Et on va clôturer par cette dernière question, mais en tout cas, est-ce que c'est peut-être une solution transitoire? Alors, peut-être je vais prendre la parole sur le sujet parce que effectivement, je m'occupe d'un autre syndicat qui s'appelle le SIMAD, qui est le syndicat des motorisations multi-énergie pour la décarbonation, et on a pu aborder ce sujet dans un atelier parce qu'aujourd'hui, nous avions parmi nos adhérents des rétrofiteurs. Et ces rétrofiteurs sont venus vers nous en nous disant on n'y arrive pas. On n'arrive pas à rétrofiter parce que d'une part, le cadre réglementaire qui existe aujourd'hui ne correspond pas à nos attentes. Et puis derrière ça, il y a aussi une logique économique. C'est-à-dire que aujourd'hui, encore une fois, sur les rétrofits, je vous le disais tout à l'heure, on est sur des multitudes d'engins différents, et donc on va avoir une difficulté d'industrialisation des rétrofits. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est une attente importante des pouvoirs publics qui n'ont pas pris en compte. C'est-à-dire que pour eux, effectivement, hier soir encore, hein, on était en réunion avec la DGE sur le sujet, qui effectivement ont lancé un plan rétrofit au niveau des véhicules lourds, et qu'on leur a dit, et nous? Ils nous ont dit, non, vous n'êtes pas des véhicules immatriculés, parce que c'est ça dont on n'a pas parlé tout à l'heure. La plupart de nos engins, on appelle ça dans notre jargon des engins mobiles non routiers, parce qu'ils ne sont pas immatriculés, donc ça ne rentre pas dans le scope. Donc c'est aussi pour ça qu'on nous oublie. Et nous, quand on va vouloir commencer à modifier les machines, on dépend d'une autre direction qui est celle du droit du travail, avec un guide qui existe, mais qui n'est pas très adapté pour faire des modifications machines. Et donc voilà, donc c'est compliqué d'un point de vue technologique, de business model. Il y a déjà une start-up qui avait commencé et qui vient de s'arrêter parce que donc oui, c'est un vrai sujet politique, il y a des grosses attentes, mais je crains qu'on ait du mal à développer le rétrofit parce que c'est aussi très complexe. C'est-à-dire que nos matériels communiquent beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas une deux chevaux, c'est pas péjoratif, mais suffit pas de mettre un moteur. C'est-à-dire que nos machines sont connectées. Nos machines sont hydrauliques, électricité, avec des fichiers informatiques importants. Et donc, il suffit pas d'aller dire j'enlève le moteur, je mets un moteur électrique et ça fonctionne. Non, il faut en plus, il y a des obligations aussi de répartition des charges. C'est-à-dire que nos matériels, surtout dans le levage, ça va parler à tout le monde, il y a les ABAC. Si on commence à changer la manière dont est fabriqué le matériel et qu'on respecte pas les volumes, on va avoir des problèmes. Et ça, ne serait-ce que se lancer dans un genre de rétrofit dans le levage, à mon sens, ça va être compliqué. Je confirme. C'est quasiment possible dans le monde automobile. Et surtout, le rétrofit aujourd'hui, il est pris sous un angle où on fait une modification machine. C'est je prends la machine, je garde son homologation de base, je transforme le moteur. Dans ce type d'homologation, les rétrofiteurs vont devenir
des fabricants à part entière s'ils veulent le faire. Et donc, ça va vouloir dire mettre tout un process de vérification de plan des risques et ainsi de suite. Et ça, mettre en place ce type de process pour une ou deux, voire même 20 machines, là, le business model n'existe pas. Donc, il y a des attentes. Le rétrofit va intervenir, mais ça va être, il va falloir qu'on l'accompagne et c'est ce qu'on fait avec nos fédérations. Pascal, sur le une sujet. fois qu'il sera effectif sur Retrofit, il faudra que tu trouves des assureurs qui acceptent d'assurer ces engins-là, qui ont été modifiés, dont on ne sait rien. Pardon, moi je suis que sur la complexité, mais Oui, ça va être aussi un problème, ça aussi. oui, mais je voudrais rejoindre ce qu'a dit Olivier. Aujourd'hui, le rétrofit sur le papier, c'est la meilleure voie. C'est-à-dire qu'on reprend le matériel qui est déjà ancien, on ne reconstruit pas. Donc c'est sur le papier la meilleure voie. Et derrière tout ça, ce que disait Olivier, il y a une demande sociétale. Et on ne peut pas l'ignorer en tant que fédération industrielle. Et on se doit d'avancer vers cette attente sociétale. Et le rétrofit en fait partie. Ça va être complexe comme le reste. Ça va faire partie des briques. Et je voudrais dire, avant d'aller, alors le rétrofit sera une étape, mais commençons déjà par les premières étapes. Je voudrais pas qu'on oublie que dans la décarbonation, on a parlé d'électricité, on a parlé d'hydrogène, mais aujourd'hui on peut commencer déjà à décarboner en remplaçant des matériels anciens par des modèles avec même des moteurs thermiques de nouvelle génération. Là on décarbone. Si on y met des biocarburants, on décarbone. Si on améliore l'efficience des matériels aussi, il n'y a pas que le moteur qui pollue. Enfin, le moteur pollue, mais si on améliore son efficience, on va dépolluer. Si on y met des start and stop, on dépollue. Si on améliore aussi le fonctionnement des chantiers et l'utilisation, on dépollue. Donc, faut pas tout centraliser sur le moteur, c'est ça que je voulais dire, et le moteur thermique. Donc, il y a encore de beaux jours devant lui, je vous le promets. Oui, je vais vous remercier. On va clôturer cette table ronde et on aurait pu continuer parce que on pouvait parler de e-fuel, on pouvait parler d'hydrogène, il y avait encore plein de sujets. On voit à travers cette table ronde qu'il y a des zones d'ombre, il y a quand même des zones de lumière en termes de différenciation et puis de décarbonation et de neutralité carbone. Donc il faudra quand même peut-être organiser une autre table ronde pour approfondir les sujets sur lesquels on n'a pas eu le temps de travailler. Alors, par contre, il y a quand même des messages vraiment forts à faire passer. Cette émission et toutes les émissions, je vais le dire, on l'a pas dit précédemment, mais elles sont disponibles sur les réseaux. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, partagez-la pour que ça remonte au plus haut, pour que vos messages aillent frapper aux portes, en plus de tout le travail que vous réalisez auprès des hautes autorités. Merci. Je vous remercie. Et puis, je vous retrouve d'ici 15 minutes à 11h pour une autre interview très particulière parce que c'est avec notre invité d'honneur, Monsieur Gérard Després, président du groupe Loxam, et il nous rejoindra sur ce plateau avec la présidente des JDL, Frédérique Taraquois, et je vous dis à tout à l'heure. Merci.